Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Un programme bien chargé cette semaine. Le budget, Macron en Chine et Brigitte avec les féministes et la magistrale leçon de Mélenchon, bref, de quoi se régaler. Attends, redis le début là, entre cette semaine et la Chine, il y avait un truc. Mais de quoi on va parler quand il y aura plus de budget? Attends, pas de fausse joie, hein, ça peut déraper à tout moment. Oh bah, le dérapage a déjà bien commencé, hein. La sécurité sociale aux mains des prédateurs financiers qui ne manqueront pas de se jeter sur nous. Hein? Pardon? Ils font quoi les prédateurs financiers là? Se jeter sur nous. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Bon épisode de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. On n'a pas le choix, il faut parler du budget. C'est la première fois depuis décembre 2021 que l'Assemblée a pleinement voté un projet de loi budgétaire. Mardi 9 décembre 2025, c'était donc fait. Votant 574, exprimé 481, majorité 241, pour 247, contre 234. L'Assemblée nationale a adopté. Alors on va revenir sur le contexte de ce vote, on va voir ce qu'il veut dire, s'il est vraiment cette victoire que les médias nous vendent, avant d'aller voir du côté du PS, s'il est vraiment le grand gagnant de cette manche. Sérieux, pourquoi ils ont fait ça en vrai? C'est qui tout double? Je vais trahir tout le monde. Chacun sa gueule. Je peux pas y croire. Alors il faut commencer par dire que le débat a été assez houleux. Ce vote, il va séparer notre Assemblée en deux. D'un côté, les artisans de la stabilité, de l'autre, les ingénieurs du chaos. Les professionnels du bordel, les entrepreneurs du désordre, les architectes du vacarme, les virtuoses du blocage. Ça s'est insulté dans tous les sens et ça a attaqué assez franchement. Les larmes de crocodile de Bruno Retailleau qui va parler de hold-up fiscal alors que son groupe a voté la fiscalité la plus injuste de ce texte. Donc à un moment, ça suffit. Les commentateurs, moi je n'en veux plus. Mais c'était pas la première fois que le nom de l'ancien premier flic de France était prononcé à la tribune. Bruno Retailleau, mes chers collègues du groupe DR, a raison de parler de hold-up fiscal, social et démocratique. Eh ben, ça y est. L'union de la droite et de l'extrême droite finit par se dire au grand jour. Mais rassurez-vous, Cyrielle Châtelain avait d'autres bastos en réserve. C'est Édouard Philippe qui a décidé finalement, maintenant qu'il n'est plus élu, qu'il n'est plus aux responsabilités, de trouver, je ne sais pas, un peu de panache, un peu de courage, mais globalement la déloyauté et l'ingratitude, je trouve que c'est assez moche. C'est vrai qu'Édouard Philippe, il fait un peu traître loser, hein. Écarté du pouvoir depuis 2020, il n'a plus l'aura de Premier ministre, mais celui de maire d'une ville moyenne, embarrassé par un scandale de corruption. Mais pour essayer de se démarquer, assez péniblement il faut le dire, il trahit son propre camp. Loser et traître, ça nous rappelle quelque chose, tiens. Moi je m'appelle Manuel Valls. Non, mais à un moment donné, c'est de l'acharnement, là. Puc ser le président, on casse gitano. Mais avant cette mitraillette d'accusations, un incident a un peu ébranlé la séance. Les éléments de scandale sortis ce matin avec les conseillers du Premier ministre qui visiblement passent des coups de téléphone obscurs à des entreprises privées pour essayer de faire changer de vote certaines et certains parlementaires. En effet, quelques instants plus tôt, Cyrielle Châtelain interpellait Sébastien Lecornu. Monsieur le Premier ministre, hier, un de vos conseillers a appelé de nombreux chefs d'entreprise du secteur des énergies renouvelables et a diffusé de fausses informations. Il a affirmé que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie seraient conditionnés au vote des écologistes sur le budget de la sécurité sociale. Il a menacé les acteurs d'anéantir leur activité. Oula, effectivement, ça pue. Monsieur le Premier ministre avait raconté aux Français refuser les arrangements de boutique. Et hier, nous avons assisté à ce que la politique peut donner de pire, un chantage au vote. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de condamner ces pratiques et de réaffirmer clairement qu'il est hors de question qu'il y ait un lien, quel qu'il soit, entre le vote du budget de la sécurité sociale et la définition des objectifs en matière d'énergie renouvelable. Ah ouais, d'accord, tranquille. Une présidente de groupe parlementaire dit qu'il y a des entreprises qui font pression sur des députés pour qu'ils votent dans le sens du gouvernement, mais tout va bien. Et il a répondu quoi, le cornu en chef? Suite à votre saisine hier que vous avez effectuée directement auprès de moi, j'ai mené effectivement une enquête interne pour savoir ce qui avait pu se passer. C'est vrai qu'il a un petit air d'enquêteur, un genre de Sherlock version pâté-croûte, avec les petits pulls en laine, comme quand il allait au catèche avec sa maman. Mais revenons à nos moutons noirs. De toutes les évidences, un groupe d'intérêt a tenté de s'immiscer dans les discussions politiques entre le gouvernement...
entre le gouvernement et votre groupe politique. Ah bon, si c'est qu'une entreprise, tout va bien alors. J'ai décidé de saisir la justice pour ce faire, puisque je ne peux pas avoir une suspicion d'une défense, d'une protection d'intérêt, quel qu'il soit. Je dément, je condamne, je saisis la justice et je ne laisserai personne s'immiscer dans les relations entre le législatif et l'exécutif. C'est une question de principe, c'est une question constitutionnelle, c'est une question de confiance vis-à-vis de nos concitoyens. Malin. Hop, on parle plus d'un collaborateur de son cabinet, mais de groupement d'intérêts qu'il ne connaît pas et dont il ne sait rien. La question du collaborateur... Quelques heures à peine après le vote, une petite musique commençait à s'entendre. C'est une victoire. Le Cornu et Faure ont gagné leur pari. C'est la preuve de l'efficacité de la méthode Le Cornu. Ça replacerait le PS au centre du jeu. C'est comme ça que la partition s'est jouée tout l'après-midi. Le PS a égrené les mesures qu'il avait obtenues. Suppression de 2 jours fériés, il n'en est plus question. Réforme de l'assurance chômage, il n'en est plus question. Gel des minima sociaux, il n'en est plus question. Gel des pensions, il n'en est plus question. Gel du barème de la CSG, il n'en est plus question. Volement des franchises médicales, il n'en est plus question. Rabot sur les tickets restaurants et les chèques vacances, il n'en est plus question. Augmentation des cotisations sur les apprentis, il n'en est plus question. Remise en cause des aides à l'embauche en Outre-mer, il n'en est plus question. Et les partis du gouvernement ont ressorti la rengaine classique. Un bon compromis, c'est quand à la fin, personne n'est vraiment content. Mission accomplie. Bravo, champion. Emporté par sa fougue, le député EPR n'a pas hésité à évoquer tout ce qu'ils ont permis d'éviter. Et grâce à l'action de notre groupe, il sauvegarde le salaire de nos apprentis et ne taxe pas plus les tickets restaurants de nos travailleurs. Attendez, qui voulait attaquer les apprentis et les tickets restaurants à la base ? Non, c'est pas possible. Mais si, c'était dans le projet de son propre gouvernement. Les macronistes, c'est vraiment des mecs toxiques. Ils fabriquent une menace et se posent en sauveurs quand ils ont perdu la bataille parlementaire. Vive moi. Et tout était à l'avenant. Nous faisons le choix d'une phrase assez simple. Tout ce qui est parfait n'existe pas, mais l'imparfait est mieux que le hasard. Alors, nous serons au rendez-vous. Après avoir obstrué le débat parlementaire des mois durant, voté contre le projet de loi de leur gouvernement, ils jouent la carte du hasard et de la certitude, comme d'habitude. En revanche, c'est sûr que c'est pas l'autre patate palienne, là, qui vient de Pau, qui aurait pu aboutir à ce résultat. Mais à quel prix ? Le Cornu a été profondément fragilisé par cet exercice parlementaire. Horizon fait sécession et les LR se sentent libérés et se font charmer par l'extrême droite. Le Cornu a d'ailleurs été obligé de venir personnellement à l'Assemblée pour mettre la pression sur les députés. Et le seul fait qu'il puisse être écrit qu'en l'absence de PLFSS, la sécurité sociale puisse être hors de contrôle, devrait au contraire créer un ressaisissement sur ces bancs. C'est tout de même bizarre de voir des parlementaires en train d'expliquer qu'au fond, qu'il n'y ait pas de loi, ce n'est pas grave, ça n'a aucune conséquence, ça n'a aucune incidence. En plus, il reste encore le budget de l'État à faire adopter, et ça semble encore moins bien parti. Non, soyons sérieux, c'est pas Le Cornu qui a gagné. Et il n'y a pas que nous qui le disons. Qui sort gagnant ce soir ? L'Assemblée nationale. Quelle analyse politique et d'une finesse. Le gagnant, c'est la démocratie, c'est l'Assemblée nationale, et donc ce sont les Français qui, par l'intermédiaire de leurs représentants, vont avoir un budget pour la sécurité sociale. C'est cela, oui. Les Français se font arnaquer dans tous les sens par une assemblée incontrôlable, un gouvernement inféodé à un président pas vraiment démocratique, mais le grand gagnant, ce serait le peuple. Le grand gagnant, c'est Macron. Il a fini par avoir raison. À force de nommer quelqu'un de son propre camp, les oppositions finiront bien par se lasser et lui donner un budget pour pouvoir gouverner les mains libres jusqu'au présidentiel. Enfin, les oppositions, un parti surtout. À suivre les grands médias, l'autre grand gagnant aurait été Faure et le PS, qui aurait réussi à gagner des concessions pour se remettre au centre du jeu politique. Bon, déjà, comme de nombreux députés à gauche l'ont souligné, c'était au mieux un petit texte pourri. Il y a en revanche quelques éléments dans le texte qui méritent que nous nous en débarrassions assez vite. Taxation de 1 milliard sur les cotisations des mutuelles. Cela signifie que vous devrez dire au 1er janvier à nos compatriotes « c'est à cause de mon vote que tu payes plus cher pour des soins identiques ». Niveau concession, on a vu mieux. Et la charge a continué. Et vous ne leur direz pas que cela. Vous leur direz aussi « si j'ai voté oui, cela te conduira à plafonner à 1 mois maximum tes arrêts maladie ». Mais également que vous direz aux assurés sociaux « nous avons fait des économies sur ton dos et tu retourneras travailler, y compris si tu n'es pas en capacité morale ou physiologique de le faire au risque de te blesser gravement ». Et même le PS n'était pas toujours très convaincu. Nous voterons ce budget de la sécurité sociale, non parce qu'il est le nôtre, mais parce qu'il est le fruit du compromis républicain. Ah,
Même lui peine à faire passer son compromis. Alors analysons un peu cette nouvelle situation. À droite, le ralliement du PS au socle macroniste libère RN et LR qui peuvent désormais afficher leur opposition en appelant à voter contre ou à s'abstenir. Cela renforce encore l'unification de la droite extrême et de l'extrême droite. Au centre, l'exécutif sort conforté. Ce vote valide la stratégie de Macron et montre que seul un homme du bloc central pouvait négocier un accord réunissant la droite et la gauche. Pour le PS, ce vote confirme ce que l'on disait. La perspective d'un chaos budgétaire l'inquiète alors qu'il entre en campagne pour les municipales. Le PLFSS concerne directement les services de santé locaux, les hôpitaux, les cliniques, les médecins libéraux, les pharmaciens libéraux, sujet majeur pour les Français, dont 53% estiment que le maire n'est pas compétent pour les réaliser. Avoir un PLFSS permet d'assurer des dépenses de santé stables avant les municipales afin d'en tirer un bénéfice électoral. Mais ces municipales préparent surtout la présidentielle. Elles serviront à construire un rapport de légitimité et à façonner le rapport de force pour désigner vainqueurs et perdants. Derrière ce budget se joue un cap clair pour imposer ses conditions en se plaçant en tête à gauche après une inversion des rapports de force. Le PS a donc voté le texte macroniste pour revendiquer le leadership à gauche et imposer son candidat pour 2027 malgré une orientation clairement à droite. Une stratégie en solo qui renforce le bloc central, rapproche la droite de son extrême et divise la gauche. Bravo champion. That's a pro-gamer move. Alors, pour changer de sujet et rigoler un peu, on va parler des derniers exploits de notre couple présidentiel. Alors qu'il était en voyage officiel en Chine, Emmanuel Macron s'est organisé un petit moment bien gênant comme il les aime. Des gens obligés d'être là, et lui qui se met en scène pour avoir l'air cool. Ah bah dis donc, il est concentré notre Manu. Alors, il va le mettre son point ou pas ? Ah non mais il peut pas s'en empêcher, hein. Escroc un jour, escroc toujours. On va regarder le point, regardez bien ce coup de gros tricheur. De gros tricheur ou de gros loser, hein. Il a failli louper son point pathétiquement et la table de ping-pong nous fait une Maradona pour le sauver in extremis. Et il en a profité ensuite pour séquestrer les frères Lebrun pendant quelques minutes. Et ça a l'air tellement passionnant que Jean-Pierre Raffarin parle avec Dati pendant ce temps. On se demande bien ce qui pouvait se dire derrière. Allez, c'est parti. Ah, c'est à vous ? Ah bah je vais vous la vider. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Elle veut vider la poubelle de qui, là ? Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Hein ? Non mais... Moi, je serai la mère des résultats. Ah non mais on rêve. Déjà qu'elle commence à être une ministre de résultats. Parce qu'à part rater la réforme de l'audiovisuel public, laisser cambrioler le Louvre, harceler des journalistes sur un plateau, menacer le chien de Gabriel Attal et être soupçonnée de magouilles ultra compliquées avec une histoire de conflit d'intérêts, de bijoux et de Parlement européen, ben on voit pas bien ce qu'elle a fait depuis le temps, hein. Bon, on vous laisse avec quelques petites perles parce que quand même, c'est assez délicieux. Allez, Patrick! Bah oui, Patrick, allez, fini de tchatcher, faut suivre. Il n'y a pas de raison que la ville ne soit pas mieux organisée pour que la ville soit propre 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ça sera mon rôle comme maire de Paris. Eh ben, ça promet. Les logements sociaux, les aides aux personnes en situation de handicap, l'écologie, hop, poubelle. 650 poubelles en 4 heures, c'est ça? Il y a des moments, ces chroniques s'écrivent toutes seules. La réalité arrive, et puis les mots surgissent. Il n'y a rien à faire qu'à contempler ces messieurs Jourdain de l'humour. Ah là, vous avez touché un problème. C'est effrayant. Ah oui? Et en parlant de gens qui ne font pas rire du tout. J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout? Ah non, pas lui. Si il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Tu crois? C'est ce que j'ai fait hier, moi. Pardon? Elle parle de qui, là, elle? Celles que Brigitte Macron traite de sales connes, ce sont ces militantes féministes du collectif Nous Toutes. La veille, elles avaient fait irruption au spectacle de l'humoriste Harry Habitant, avec des masques à son effigie et des pancartes portant le mot violeur. Ah bah ça c'est sûr, hein, taper sur des femmes féministes et défendre des mecs problématiques, qu'ils soient accusés, poursuivis ou pas, ça, le couple Macron, ils aiment bien, hein, visiblement. La Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. Ça nous rend fiers. Quelle loose! Bon, on va essayer de relever le niveau, rubrique suivante.
Samedi 6 décembre 2025, Jean-Luc Mélenchon était auditionné par la commission sur les liens entre les machins et les bidules islamiques, partis politiques, centripiques, mamie qui pique, ouais bon bref, la commission Théodule anti-LFI. Et c'était le spectacle. Alors, Mélenchon, il était quand même bien en forme. On a une audition avec le garde des Sceaux à 15h30, donc je Ah non, c'est pas moi le pire alors, président. Je ne l'ai jamais dit ça, monsieur le ministre. Et donc, qu'on ait le temps, à la fois le rapporteur pour se poser ces questions et vous invitez effectivement à ce qu'on soit dans un format un peu plus compact. Je vous en prie pour le dernier mot. Je termine sur mon format compact. Et oui, il avait beaucoup de choses à dire. Et de l'avis de beaucoup de commentateurs, il a dépassé ses contradicteurs de la tête et des épaules. Faut être honnête, il a été meilleur que tous ses contradicteurs. Faut juste nommer une réalité. Mélenchon est un homme, on peut ne pas apprécier, j'en suis pas un fan absolu, mais on est devant un homme politique d'une classe à part, qui a une véritable érudition, une véritable culture, qui est capable d'utiliser l'histoire de France, de proposer sa lecture de l'histoire de France pour se situer au temps présent devant des contradicteurs qui n'en étaient pas vraiment et qui ont une culture politique assez limitée de leur côté et qui ne savaient pas comment le critiquer. Voilà, ça fait bizarre ça. Alors, on va regarder comment Mélenchon s'est débrouillé, comment il a réussi son pari oratoire, comment il a infligé de belles leçons d'histoire et ce qu'il avait à dire sur la politique. Spoiler alerte, c'est probablement ce que Glucksmann aurait dû réussir à faire s'il avait le commencement du début d'une carrure d'homme politique. Alors, sur la forme, le propos de Mélenchon était assez classique. Avenant, souriant et joueur face à une commission pourtant créée de toutes pièces par Laurent Wauquiez pour s'attaquer spécifiquement à LFI. J'ai besoin de votre soutien pour qu'on mette la pression sur tout le monde et qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette opération de vérité contre les liens de la France insoumise avec l'islamisme et avec le Hamas. Merci à tous de votre soutien. Eh ben, c'est ronflant tout ça. Tenez, et j'arrêterai, là c'est la taquinerie. Monsieur Wauquiez, c'est lui qui a inventé cette commission, il s'y est tellement mal pris qu'il a fallu en changer le nom. Et pour finir, il vous abandonne, il vient même pas là. Oh, il est pas venu, quelle surprise. Il a peut-être des idées, c'est lui qui a inventé l'idée que nous serions responsables, nous, les insoumis de je ne sais quelle connivence. Où est passé M. Wauquiez? Pourquoi ne vient-il pas ici? Pourquoi ne vous supplie-t-il pas, Président, de pouvoir venir vous tenir informé de ce qui l'a motivé à nous pourchasser comme il le fait? À côté de ça, Mélenchon a présenté son beau côté. Celui qui ne donne pas souvent aux journalistes à qui il réserve un accueil plus corsé, disons. Non, c'est fini. Terminé. La première chose à noter dans la posture de Mélenchon, c'est qu'il s'est adressé à la commission comme à des pairs, des hommes et des femmes politiques qui concourent pour le bien public. Ça s'est vu particulièrement avec la répétition des mots « nous »,« chers collègues », etc. C'est le moment pour moi maintenant de vous mettre en alerte. Quelque chose se passe d'un peu bizarre dans ce pays. Voilà pourquoi je vous mets en garde. Je vous dis, comme en tant que compatriote, attention, il y a une puissance extérieure à la France qui manipule et s'ingère dans toutes sortes de circonstances. Dans l'ensemble, il s'est attelé à créer du commun, à identifier des valeurs politiques qui caractérisent la belle part de l'histoire française. Nous, les gens de raison, et surtout nous, les Français, qui sommes des praticiens de la laïcité, à chaque pas, nous devons faire attention à ne pas donner à manger aux extrêmes, à ceux qui voudraient à tout prix que tout soit un conflit. Il n'a pas hésité à donner de petites anecdotes, parfois amusantes. J'ai le souvenir heureux de M. Charles Pasqua, qui avait expulsé, je lui ai dit une fois, tu as expulsé 47 diplomates, Charles. C'était des diplomates américains. Et il m'avait répondu, pas du tout, moi, j'ai expulsé 47 espions. Voilà comment, depuis toujours, les Français n'ont jamais admis, y compris des puissances amies, qu'elles se mêlent de nos affaires. Il n'a pas hésité non plus à admettre les limites de son mouvement et de sa personne. C'est des questions vastes, hein. Est-ce que ça nous protège de tout? Bah non, bien sûr que non. Nous ne sommes pas protégés nous-mêmes, ni du sexisme, ni de la bêtise, ni de tout ce qu'on voudra. Ce sont des influences de la société et il y a lieu de les combattre dans nos rangs lorsqu'on les aperçoit. Tous les partis sont confrontés à ça. Tout le monde. Ah ben ça fait du bien à entendre, parce que c'est vrai que c'est pas une parole très courante dans l'espace médiatique. Et en parlant d'espace médiatique, Blast est encore en campagne pour se financer et continue à produire des programmes indépendants de l'oligarchie. Alors pour Noël, si vous le pouvez, offrez un abonnement à Blast. Vous êtes sûr que ça ne financera pas une entreprise capitaliste. Vous pouvez aussi faire un don, ils sont défiscalisés à hauteur de 66%. Revenons donc à Mélenchon. Sa présentation a d'autant mieux fonctionné qu'il a su se faire respecter sans être excessif, souvent par un usage bien maîtrisé de l'appel aux émotions. Montrez-nous aujourd'hui devant cette commission que vous n'êtes pas devenu, malgré vous ou par calcul, le cheval de Troie idéal de l'entrisme islamiste dans notre politique française. Je vous remercie.
Bon, ça va faire 1 heure qu'il parle d'histoire des religions, de structure du terrorisme en France, et elle débarque avec cette question moisie et mal taillée. En prévision de la réponse de Mélenchon, on voyait 2 députés LFI bien se marrer à côté de Thévenot. Et ça n'a pas manqué. Je ne peux pas vous cacher l'agacement qu'il y a de voir sans cesse montrer patte blanche devant des inquisiteurs de circonstance qui vous enjoignent de dire ceci, de dire cela. Du calme. Moi, j'ai une vie qui témoigne pour moi. Vous n'étiez pas né, j'étais en train d'aider des juifs à quitter l'URSS alors que j'étais pro-communiste. J'ai passé mon existence à mener ces batailles-là. Mais l'audition de Mélenchon, ce n'est pas que des petites phrases et des pics à la volée. C'est aussi des choses à dire sur l'histoire de France. La force de Mélenchon a donc été surtout de faire dire quelque chose d'intéressant à l'histoire de France dont il a égrené les exemples signifiants. Je me suis intéressé à la vie intellectuelle des religions pour la raison qu'elles ont contribué à la formation de la culture nationale des Français. Combien de temps et de discussions de toutes sortes entre savants catholiques pour savoir si telle ou telle encyclique du pape était hérétique ou pas. Je vous rappelle Philippe le Bel qui fait se prononcer la Sorbonne sur la question de savoir si le pape Boniface a le droit de percevoir un impôt en France. Les savants étaient bien embarrassés d'avoir à obéir à la fois au roi et au pape. Je passe cet épisode, j'y reviendrai si vous voulez, il est tellement savoureux. On voit déjà un thème se dessiner, le lien entre religion et politique. La bataille qui est immédiatement commencée entre catholiques et protestants, puisque le roi venait de Dieu et de sa décision, alors de laquelle des 2 religions procédait son autorité. Très vite, les rois s'aperçoivent que de cette histoire, ils ne sortiront pas indemnes. Et ils commencent par dire, attendez, nous, on est les rois de tous les sujets. Non, c'est pas... Ça s'est passé comme ça. Et il a fallu que tout ce cheminement du siècle, des siècles, 2 siècles et 19 ans. Bref, la question des liens entre politique et religion a des origines profondes dans l'histoire de France. Vous avez ensuite un parti royaliste qui se fiche complètement de savoir qui Dieu a choisi. Et ils disent la loi française, c'est la loi salique, l'aîné de la branche aînée est roi de France. On ne se soucie pas de savoir d'où il sort. Patatras, il était protestant. C'est Bourbon de Navarre. Et il a fallu surmonter ça. Et puis il y a la Révolution, et puis il y a la Commune, j'en passe. Derrière cette histoire de France, on retrouve la question de la laïcité comme projet et organisation politique. Un groupe de sénateurs propose d'interdire le jeûne dans le ramadan, mais c'est les 5 devoirs de l'islam de faire ramadan. Vous avez l'intention d'empêcher les gens de jeûner, comment vous allez faire? Personnellement, je pratique le jeûne intermittent, ça n'a rien à voir avec le ramadan, c'est ramadan toute l'année. Qu'est-ce que vous allez me demander de faire? Surveiller si je jeûne pour des raisons religieuses ou pas? Vous voyez, monsieur le rapporteur, ce que je veux vous dire, c'est que c'est inextricable. Et puis, c'est toujours la même histoire. C'est les femmes, elles mettent un voile, elles ne doivent pas faire ci. Autrement dit, non seulement c'est inextricable, mais en plus, on s'attaque toujours plus aux femmes. Bref, c'est cette articulation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique qui n'a pas été sans soubresaut. On a eu un autre problème avec l'Église catholique, parce que je vous rappelle, pardon, je suis obligé de le dire, mais c'est la vie. 1906, l'encyclique Vehementernos, elle dit qu'il n'y a pas de loi supérieure à celle de Dieu et que penser qu'il faut en appliquer une autre est criminel. Surtout que l'Église catholique s'est longtemps opposée à la République. Donc l'explication a été violente. Je vous rappelle que l'Église catholique, nonobstant le point de vue de nombre de catholiques qui ne partageaient pas son point de vue, le point de vue clérical, était que la République, c'était un malentendu provisoire. Il a fallu attendre 1920 pour que l'Église catholique reconnaisse du bout des lèvres la République française dans un pot à Alger. Alors, de tout ça, qu'en tire Jean-Luc Mélenchon? Le succès de Mélenchon durant l'audition est ainsi dû à une forme particulièrement bien maîtrisée. Il a su ménager une place à l'humour et à la légèreté. Alors il peut se trouver qu'à certains moments, on se trouve à côté de gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. Je pense que c'était le cas. De même, me suis trouvé, moi, des fois dans des manifestations avec des huluberlus, et pas seulement... je ne parle pas seulement de questions religieuses, je dis des huluberlus au sens le plus radical du terme, portant des pancartes étranges. Franchement, vous n'avez jamais été dans cette situation, vous? Vous êtes bien embêtés. Voilà. Je ne manifeste pas. Mais si, il y en a qui manifestent. Attends, regarde le mariage pour tous, ils y étaient tous. Et là, vous étiez tous avec des islamistes, ça vous a pas dérangé? Petit toc au passage. Mais il a aussi donné une touche fine et intelligente d'émotion. Oui, j'ai renoncé à une forme d'anticléricalisme grossier, duquel je veux m'excuser auprès de ceux que j'ai pu blesser dans le passé. Voyez-vous, quand une seule fois dans votre vie, vous croisez un groupe dans lequel il y a une bonne sœur, dont vous vous êtes moqué, et qu'ensuite vous la retrouvez morte après avoir été torturée par des bourreaux d'extrême droite de l'Amérique latine, plus jamais
vous ne pouvez dire quelque chose contre. Ça n'est plus possible humainement. Et de même pour des prêtres. Au moment où on m'a remis un diplôme en Argentine, en évoquant la mémoire de nos 32 compatriotes assassinés par les dictateurs fascistes de l'Argentine, et dedans, j'ai fait ma pause spéciale pour le curé et les 2 bonnes sœurs, en pensant que peut-être ça me vaudrait, de là où ils m'observent, un peu de leur faveur, de les reconnaître comme mes compatriotes, et le combat extraordinaire qu'ils ont mené, qui grandit l'idée qu'on se fait de la France, puisqu'ils en sont morts. Ils en sont morts comme des gens qui défendaient la liberté. Enfin, il a su faire une mobilisation claire et pertinente de l'histoire de France. Nous autres, moi je viens du mouvement socialiste, nous en savons quelque chose. Parce que c'est pour ça, et comme ça qu'on nous a assassinés, Jaurès. À force de le présenter comme un ami de l'Allemagne et le reste, etc., il s'est trouvé un dingue pour aller lui tirer dessus. Bon, figurez-vous que moi j'ai fait l'objet de 2 tentatives de meurtre. Mais surtout, s'il a aussi bien mené son débat, c'était grâce à la simplicité de son message, l'unité. Le problème auquel nous sommes confrontés n'est pas nouveau et nous devons tenir compte des enseignements du passé ayant pour objectif l'unité des Français. Bref, c'est une posture humaniste classique pour la gauche. Nous sommes un mouvement qui postule que la similitude des êtres humains crée leur égalité en droit. Dès lors, tout ce qui s'apparente de près ou de loin à des distinctions qui reposent sur autre chose, nous les combattons toujours. Nous les combattons au sens de « nous ne voulons pas qu'elles deviennent des règles politiques ». Efficace. Qui peut être contre l'unité du peuple? Personne, il n'y a que les terroristes. C'est cousu de fil blanc, ça a toujours été comme ça. Et les violences de l'un servent à justifier les violences de l'autre, tout le temps. Les terroristes ne font que ça. Espérer que, en dénonçant leur activité, on en vienne à la confondre avec l'islam, et que dès lors, entre Français, musulmans, non-musulmans, etc., nous affrontions. Donc il faut travailler avec vigilance à l'unité du peuple français. Bref, la division, c'est un truc de terroristes. Quand nous affrontons des terroristes, notre intérêt est de les séparer du reste de la population et de ne leur valoir aucune sympathie. Et il faut comprendre que dans leur stratégie, il est prévu que nous nous emportions au point que nous confondions tout. La religion dont ils se réclament, à tort si l'on en croit les savants musulmans, la religion dont ils se réclament, les actes qu'ils posent, etc. C'est ça qu'ils espèrent, qu'on s'entretue entre nous, qu'on commence à se disputer entre Français, parce que celui-ci n'est pas de la bonne religion ou celui-là. C'est aussi vieux que la guerre de religion. Et c'est malin d'utiliser l'unité, parce que c'est en son nom que l'extrême droite justifie ses postures racistes et xénophobes, qui ne mènent qu'à la division. L'islamophobie, c'est les gens font n'importe quoi. Ah mon Dieu, un musulman, ils vont faire ci, ils vont faire là, ils vont nous égorger, ils vont nous tirer dessus. C'est de la folie. Ce n'est même plus rationnel, on ne peut même plus parler. C'est pourquoi j'estime que le mot est bien utile parce qu'il décrit un comportement irrationnel. Par son lien avec le pouvoir réactionnaire de l'argent, l'extrême droite cherche à diviser les Français en exploitant des peurs dangereuses pour les aveugler sur les graves dysfonctionnements du système capitaliste. Car pour nous, l'acteur de l'histoire est le peuple, nous l'avons décrit d'une manière matérialiste et nous pensons que notre adversaire, l'oligarchie, est incapable de dominer la société si elle ne divise pas le peuple. D'où la vigilance spéciale à ne pas accepter d'être divisé par le racisme et la vigilance sur la laïcité. Sa pensée a fait système dans son discours. C'est celle qui s'enseignait au PC et au PS au siècle dernier, celle de Jaurès et de Blum, celle des Lumières de Rousseau et de l'humanisme de la Boétie. Derrière les questions d'islamophobie, Mélenchon a réussi à faire monter, par l'histoire, une problématique politique, celle du lien, de l'unité d'un peuple. En narrant l'histoire française, il montre comment on s'est éloigné des structures religieuses, tout simplement parce qu'elles ne marchaient pas. Et contrairement à ce que l'affreux Zemmour vomissait il y a quelques semaines, l'histoire de l'unité du peuple français s'est réalisée par la construction d'un État, et donc d'un lien politique fondamentalement religieux. Ce qui nous rassemble, c'est d'être français. Glucksmann s'était transformé en éolienne néolibérale, brassant du vent pour le capital et s'était fait démolir par le fanatique illuminé. Mélenchon, lui, a été sobre et efficace, revenant aux fondamentaux de la gauche sociale, les valeurs humanistes et le rapport de force. Voilà pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. Le fascisme équivaut en toute logique à une esthétisation de la vie politique. Tous les efforts tendant à l'esthétisation de la politique culminent en un point. Ce point unique est la guerre. La guerre, et la guerre seulement, permet d'assigner un objectif à des mouvements de masse à très grande échelle, tout en préservant les rapports de propriété existants. Le détachement que l'humanité éprouve à l'égard d'elle-même a atteint un point tel qu'elle peut vivre sa propre destruction comme un plaisir esthétique de premier ordre. Voilà ce qu'il en est
de l'esthétisation du politique à laquelle travaille le fascisme. Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Épilogue. Pour ma part, je hais les nazis. Et je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Je pense que la plupart d'entre nous, on soit au même point. Je hais les nazis, voilà. C'est une haine que je trouve saine, salutaire, qui m'entretient bien et que j'essaye de transmettre à d'autres. Maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat.